Bonjour à tous, bienvenue sur ce live meeting. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on fait un petit test son, vidéo pour voir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, nous dire également d'où vous venez et votre intérêt pour FLS. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne sur le chat. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, très bien. En tout cas, pour me présenter, en attendant que tout le monde se connecte, je suis Marine Nicolo, je suis conseillère en investissement et chargée de la levée de fonds de la Fondation pour le logement social au sein de l'ITA.co, qui est une plateforme sur laquelle la Fondation pour le logement social réalise sa levée de fonds et dont la collecte est prévue pour très bientôt. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'ITA, c'est une plateforme d'investissement solidaire qui permet aux particuliers et aux professionnels d'investir en dette ou en capital dans des entreprises variées, que ce soit des startups, des PME, des coopératives ou des associations, qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financière, mais aussi sur des critères d'impact sociétal, environnemental, social. Donc concrètement, on va intervenir sur des thématiques qui sont très variées. Ça peut être l'alimentation durable, l'insertion, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc. Du coup, dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre vous, investisseurs, et les entrepreneurs en levée de fonds pour permettre un moment privilégié. Les entrepreneurs, du coup, vont commencer par se présenter leur projet. Donc, on accueille aujourd'hui Jean-Axel Dieudonné de Boissieu, qui est du coup le représentant de la FLS aujourd'hui, directeur de la finance et directeur général délégué aux finances de la FLS, pardon. Pour le format du live, du coup, dans un premier temps, on va laisser Jean-Axel vous présenter le projet de la FLS. Donc, ça va durer une quinzaine de minutes. Et après, dans un second temps, on aura une série de questions-réponses. N'hésitez pas, du coup, dès à présent à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite. On prendra le temps d'y répondre juste après. Vous pourrez également monter sur scène si vous le souhaitez. Donc, c'est pas une obligation, mais je pourrais vous inviter et du coup, vous pourrez poser vos questions en direct. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ont loupé le début de l'événement, on va le mettre en ligne par la suite. Il sera du coup en replay sur l'onglet opération de la levée de fonds FLS sur l'ITA. J'espère avoir donné toutes les informations. Je vais laisser du coup la parole à Jean-Axel pour vous présenter la Fondation pour le logement social. Bien, merci Marine. Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce live. La Fondation pour le logement social, c'est, je dirais, une belle pépite. Je dis d'autant plus que moi, je n'y suis que depuis 3-4 ans, donc elle a une antériorité. Cette fondation a été créée en 1988 et reconnue d'utilité publique en 1990. Son objet, finalement, est assez simple, c'est de trouver une solution par l'habitat pour les personnes en situation fragile ou de fragilité. Historiquement, la FLS a constitué son patrimoine pour répondre à des besoins de famille, besoins sur le plan architectural, donc le nombre de pièces nécessaires pour loger la famille, sur le plan géographique, donc la localisation du bien par rapport à la situation du bassin d'emploi ou très concrètement des écoles pour les enfants de ces familles, et bien évidemment sur le plan économique, avoir un loyer qui soit adapté aux ressources financières de la famille logée. Donc tout ça, c'est constitué, ce patrimoine s'est constitué grosso modo entre 1995 et 2002, à un rythme assez soutenu, mais bon, pas dans une logique en fait d'expansion à tout prix, hein, puisque la logique de la fondation est et restera toujours de rester à taille humaine. Donc cette réponse à un besoin, c'est-à-dire qu'en fait on ne construit pas pour aller chercher par la suite des familles à loger, donc on part bien du besoin d'une famille, finalement nous a conduit à constituer un patrimoine diffus sur l'ensemble de la France, assez localisé géographiquement sur Paris, où nous avons notre siège administratif, et Saint-Étienne, où nous avons notre siège social historique et qui est toujours présent là-bas.
Je dirais au cours de la vie d'une fondation, et notamment lorsque la fondation a des biens immobiliers, se pose toujours la question de finalement de la maintenance du bien immobilier. Je vous ai dit, le patrimoine s'est constitué entre 95 et 2002, essentiellement par achat de biens déjà préexistants, donc c'est pas de la construction dans le neuf. Et donc, à partir des années 2010-2012, s'est posé la question finalement de savoir ce que l'on faisait de ce patrimoine, puisque comme il est vieillissant, un patrimoine immobilier vieillissant a un coût de maintenance plus important. Et donc, est-ce qu'on arbitre à l'identique ou est-ce que c'est le moment pour la fondation de prendre un autre chemin? Et finalement, la réponse du conseil d'administration à l'époque a été de dire nous allons prendre un autre chemin parce que nous avons rencontré une famille à Saint-Étienne, docteur Bossu, qui en fait avait des enfants atteints de la maladie de trisomie. Ils avaient même adopté des enfants de cette manière-là, enfin atteints de cette pathologie. Et donc c'est assez naturellement que le conseil d'administration s'est dit, puisque l'on construit des solutions pour des familles en situation fragile ou de fragilité, on pourrait très bien adapter la même chose, mais non plus sur une famille, mais sur un groupe de personnes adultes présentant des pathologies, mais restant de toute façon autonomes. Et c'est comme ça que les premières réflexions sur ce qui est devenu les maisons de vie et de partage sont arrivées au niveau de la fondation et portées par notre conseil d'administration. Donc depuis cette décision finalement politique de la part du conseil d'administration, la réponse qui a été, plutôt la question qui a été posée aux opérateurs opérationnel était de dire cette idée est peut-être intéressante, mais commençons déjà par la tester. Et c'est comme ça que nous avons lancé en fait 3 projets pilotes à partir de 2015 sur Rambouillet, Versailles et Saint-Étienne pour bien tester notre idée, savoir comment elle allait fonctionner, quels sont les points forts, quels sont les axes d'amélioration, et puis définir une deuxième stratégie, le cas échéant, d'accélération en la matière. Donc, nous avons livré entre 2015 et 2018 ces 3 maisons que je vous ai citées. Notamment, il y en a une qui est assez emblématique pour nous, c'est celle de Saint-Étienne, puisque c'est notre siège social que nous avons transformé en maison de vie et de partage, et qui accueille aujourd'hui une quinzaine de résidents atteints de la pathologie de la trisomie 21. Voilà, ça nous a permis finalement de tirer un enseignement, ces différents éléments. À partir du moment où ces projets pilotes ont fonctionné, la décision du conseil d'administration a été prise d'accélérer notre développement en commençant en 2019 par une première levée obligataire de 7,7 millions d'euros réalisée auprès d'investisseurs solidaires et de quelques mutuelles d'assurance. L'idée de cette première levée de fonds étant de constituer en fait un fonds d'amorçage pour pouvoir accélérer en fait notre développement. Donc nous sommes en 2019, 2020, 2021, je ne rappelle pas tout ce que nous avons connu comme difficultés environnementales et en matière de santé. On a pour ça que notre levée de fonds en fait a été initialement prévue en 2021, a plutôt été reportée cette année. Mais surtout en fait, nous avons revalidé avec le conseil d'administration notre stratégie avec une phase d'accélération très forte puisque notre plan d'investissement est de 46 millions sur la période 2021-2036. 46 millions, c'est beaucoup. En même temps, c'est sur 15 ans. Donc, si vous faites 45 ou 46 divisé par 15, vous voyez que le montant d'investissement annuel n'est pas si important que ça. Alors, c'est pas linéaire. On a des projets qui sont plus importants que d'autres. Mais on reste sur une vingtaine de maisons de vie et de partage à déployer sur cette période-là, à raison de 2 à 3 par an. Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, aujourd'hui, notre axe stratégique de développement, c'est ce qu'on appelle en fait de l'essaimage. Alors, c'est 2 à 3 maisons de vie et partage par an. C'est pas de l'essaimage massif, puisqu'on veut garder notre taille humaine. Mais c'est vraiment d'être sur cette logique-là, de répondre à des besoins de fragilité à raison de 2-3 maisons de vie et de partage. Alors, je vous ai parlé de tout ça, je vous ai beaucoup employé le mot maison de vie et de partage, mais il va peut-être falloir quand même que je vous définisse ce qu'est pour nous une maison de vie et de partage. Alors, une maison de vie et de partage, c'est un habitat partagé qui intègre des parties privatives et des parties communes, où vous avez des personnes qui restent autonomes, toujours situées en centre-ville, non médicalisées et avec un loyer adapté aux ressources des différents locataires. Cette maison de vie de partage, en fait, est animée par une association
qui peut être une association de famille, donc on va intervenir à ce niveau-là, une association qui est déjà constituée, on travaille par exemple avec l'APA, ou en direct par la Fondation pour le logement social, ce qui va se faire à partir de 2023. Alors comment on fonctionne? C'est assez simple. En fait, on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la fragilité. C'est-à-dire qu'on va intervenir en amont pour aider à la structuration du projet. On va, si nous sommes avec des familles qui veulent mettre en place une maison de vie et de partage, donc on va les accompagner dès le démarrage pour les aider à structurer leur projet. Le transformer en association, donc avec des statuts. Et donc, on va être sur cet accompagnement amont pour les aider et veiller à ce que, globalement, la gouvernance de cette nouvelle association fonctionne. Et puis, nous allons bien évidemment définir avec elle le projet architectural, donc quel type de logement, dans quel lieu. Alors, quel type de logement, c'est combien de pièces, essentiellement. Quel lieu, c'est essentiellement la ville. On est toujours, je rappelle, en centre-ville. Et puis, une fois qu'on a produit ce bien immobilier, on va continuer à les accompagner en mettant à disposition des volontaires services civiques au sein de ces associations, en organisant un certain nombre de manifestations. On a fait beaucoup de choses autour du rugby, puisqu'on a un responsable de notre gestion locative qui est un arbitre fédéral donc de rugby, donc qui aime beaucoup pouvoir promouvoir ces valeurs du rugby, de solidarité et d'amitié. Mais on envisage dès l'année prochaine d'organiser des rencontres régionales sur des thématiques particulières qui peuvent être comment constituer un habitat partagé, qui peuvent être pourquoi pas dans ce qu'on est en train de travailler sur l'organisation d'Olympiades du handicap avec l'ensemble de nos associations partenaires. Vous voyez, donc on veut vraiment continuer à travailler avec ces associations et développer un écosystème autour du handicap. Alors cet écosystème, c'est de travailler avec d'autres associations qui sont complémentaires à notre activité. Ça peut être des locaux d'activité avec des ESAT. Donc, on n'a pas géré des ESAT, mais nous allons mettre en place, si l'occasion se présente, des locaux d'activité à destination en fait des ESAT qui soient à proximité de nos maisons de vie et de partage, puisqu'on sait que sur le handicap, un deuxième versant d'insertion concerne justement l'activité économique. Marine, je ne sais absolument pas où j'en suis de mes 15-20 minutes, mais si vous ne m'arrêtez pas, je pense que je peux rester 2 heures sur la fondation et ça va peut-être pas trop laisser le temps aux questions. Vous Donc, ce que je vous pouvez propose, encore voilà, c'est continuer 5-7 minutes, il n'y a pas de 5-7 souci, minutes. Jean Axel. Vous allez me brider dans ma volonté de développer les choses. Donc, en synthèse, pour bien préciser les choses, donc nous intervenons pour des personnes qui sont en situation de fragilité en construisant avec une association en fait un projet, c'est-à-dire qu'on définit en fait un projet de vie sur un lieu. Ce projet de vie est décliné en fait en statut associatif et en règlement intérieur. Et donc nous travaillons avec ces associations pour non seulement s'assurer que l'animation sur place est bien cohérente par rapport au projet qui était défini, s'assurer que l'association n'est pas en situation de fragilité en termes de gouvernance ou en termes économiques, on les accompagne énormément. Et puis surtout dans l'optique en fait d'aider ces résidents qui sont dans une situation fragile. Alors, je vous ai parlé en termes de fragilité de nos premières maisons. Nos premières maisons étaient très orientées sur la trisomie, de pas un choix. C'est la vie, voilà. C'est les rencontres que nous avons fait nous ont conduit en fait à mettre en place des maisons de vie et de partage autour des problématiques de la trisomie de jeunes adultes autonomes. Depuis, en fait, nous avons aujourd'hui 9 maisons de vie et de partage en activité. Et nous intervenons également sur des sorties de rue, sur des femmes isolées à Briançon, sur des personnes en situation fragile sur le plan social à Lourdes. On va, avec l'association Encasa, aider ces personnes en fait à retrouver une vie plus normalisée, déjà en les aidant à se sociabiliser ou à se resociabiliser en récupérant leurs papiers, puisqu'un certain nombre d'entre eux peuvent avoir perdu leur papier. Donc, en fait, on intervient sur l'ensemble de la chaîne en fait des situations de fragilité. Et demain,
et c'est l'objet de cette deuxième levée de fonds. Demain, nous allons intervenir sur du béguinage, donc pour les personnes âgées, et travailler en fait sur l'isolement et la solitude. Voilà. Je peux encore continuer 3 heures. Je vais peut-être laisser la parole à nos investisseurs potentiels. Ouais, peut-être que vous pouvez parler des 2 gros projets, de Saint-Étienne et de Paris. Alors, quand je parlais de demain, c'est demain, hein, vraiment au sens littéral du terme. Donc, nous avons un terrain que nous avons acquis il y a maintenant 2 ans, puisque c'est un petit peu aussi la particularité de nos métiers, c'est que parfois on va acquérir le terrain avant d'avoir complètement finalisé l'organisation du projet de vie, parce qu'il y a une opportunité qui se présente et que on se doit de la saisir parce qu'on sait qu'on a déjà quelque chose, même si tout n'est pas complètement construit. Donc demain à Saint-Étienne, nous lançons notre béguinage sur un lieu qui fait 2000 mètres carrés. Vous avez des vidéos, je crois, sur notre site. Ça s'appelle Maison Saint-Antoine. Où nous allons avoir donc à peu près une quinzaine de personnes. Alors, je ne sais jamais s'il faut dire des seniors, des jeunes retraités, des personnes âgées. C'est toujours un peu compliqué en fait de catégoriser les gens. Ce sont plutôt des gens qui ne sont plus en activité, donc qui sont plutôt en retraite, qui sont complètement autonomes, qui ont le désir de pouvoir donner un sens sur un lieu de vie, mais qui ne veulent pas qu'on organise pour eux le matin le petit déjeuner à telle heure, le déjeuner à telle heure, les parties de Scrabble et autres. On n'est pas du tout dans une logique de dépendance ou dans une logique de résidence-service. Ils restent autonomes, ils ont leur appartement et ils ont des parties communes pour avoir des activités communes et on va animer le lieu. Donc ça, c'est le premier projet donc, qui sort normalement en 2023. Enfin, normalement, on va lancer les travaux début 2023. Et on a sur ce site-là plusieurs phases en fait qui existent. On a déjà des locaux d'activité qui sont loués à une association qui aide justement au maintien en autonomie, qui est déjà sur place, qui travaille par ailleurs, donc il ne travaillera pas que pour les résidents, mais on veut qu'il y ait une cohésion là-dessus. Et la troisième phase de ce projet-là, qui est plutôt prévu pour 25-26, c'est de construire d'autres bâtiments, soit pour étendre le béguinage, parce qu'on se rendra compte que finalement on aura d'autres besoins qui vont arriver, des besoins complémentaires qui vont arriver, soit pour avoir des projets complémentaires, pourquoi pas une maison de vie et de partage plutôt orientée sur le handicap. Voilà, on travaille toujours, si vous voulez, pour que sur ces lieux-là, en fait, on soit un peu multi-activité, multiforme, pour répartir les risques. Et parce que il faut aussi qu'il y ait cette mixité qui est un enjeu en fait d'impact sociétal aujourd'hui excessivement fort. Le deuxième projet d'envergure, c'est un projet sur Paris. Alors sur Paris, là, pour être très clair, la grosse difficulté que l'on a de manière générale, c'est quand même le prix du mètre carré. Hein. Voilà, c'est déjà l'achat du foncier en soi obère beaucoup l'activité, enfin la possibilité en fait de louer, puisque nous on a des loyers pardon, qui sont contraints lorsqu'on est conventionné, donc on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre d'euros par mètre carré. Ça c'est la réglementation qui nous l'impose. Et donc à ce moment-là, on va travailler sur une mixité de projets, celui qu'on a sur Paris. Celui sur lequel on a travaillé, malheureusement, le terrain, on ne l'a pas eu, mais on continue d'en chercher un et si on n'en a pas un, on fera 3 ou 4 projets d'envergure un petit peu plus faible. C'est de travailler sur l'isolement en fait et la solitude. On a tous connu la période 20-21 où on a vu beaucoup de personnes qui souffraient d'être seules. Et ça, cette solitude, elle n'a pas d'âge. Donc l'idée que l'on a, c'est de déployer sur Paris ou la première couronne un projet qui mixe en fait à la fois des personnes qui peuvent être âgées, des étudiants, des jeunes actifs, et pourquoi pas des actifs de 40, 50 ans qui sont dans une situation familiale un petit peu compliquée, temporaire, mettre nos bureaux d'activité, notre siège administratif dans ces locaux parce qu'on aime bien avoir notre propre activité à proximité des maisons de vie et de partage pour mieux vivre encore ces problématiques-là, et réserver un espace pour qui sera des espaces associatifs à la fois pour
Par exemple, le lundi, un atelier numérique, le mardi, un atelier recherche d'emploi, le mercredi, un café répar. Enfin, voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver à faire rentrer la vie dans nos lieux, et c'est ce que l'on souhaite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut des projets qui soient plutôt en centre-ville qu'excentrés, pour que la vie puisse aller à l'intérieur de nos projets. Alors après, des projets, on en a plein. On en a beaucoup dans l'ouest parisien. On en a 2 ou 3 en ce moment qui sont en phase j'allais dire, de gestation. C'est-à-dire, quand on parle de gestation, c'est pas juste l'identification d'un besoin à un endroit. C'est que on a déjà bien identifié le besoin et on est en train déjà de construire avec l'association le projet. Voilà. Donc, alors, les deux projets que j'ai en tête sur l'Ouest parisien, donc qui pourront venir en partie en substitution du projet de Paris, sont sur du handicap lourd, plutôt du handicap moteur, mais sur lequel on met à côté ce qu'on appelle des voisins solidaires, c'est-à-dire en fait des personnes qui vont loger, c'est leur logement principal, mais avec une idée aussi de pouvoir donner un coup de main à cette maison de vie et de partage et aux jeunes qui y sont accueillis. Voilà. Après, les projets, j'en ai 20, donc si vous voulez que je passe 20 minutes par projet, je crois que je vais exploser le temps. C'est parfait Jean-Axel, merci beaucoup pour cette, présentation. Peut-être avant d'attaquer la partie, questions-réponses, je vais juste rappeler les raisons pour investir et du projet qui a été analysé par nos analystes financiers. En premier lieu, on a un fort impact social, vis-à-vis de la mise en œuvre de solutions d'habitat partagé et innovantes qui vont du coup répondre aux besoins identifiés localement. Seconde raison, on a la sécurisation des projets, puisqu'il y a une véritable co-construction qui est faite avec les associations locales sur un temps qui est long et qui connaissent du coup bien les besoins et le terrain et qui du coup vont s'occuper de la suite pour l'exploitation des MVP. En troisième, on a une large reconnaissance de la Fondation pour le logement social dans le champ de l'économie sociale et solidaire et de l'habitat social. Du coup, ça va faciliter l'identification des projets auprès des associations qui sont implantées localement. Il va aussi y avoir un soutien financier de la part des acteurs de l'investissement à impact. Du coup, et ça se voit puisque déjà la FLS a déjà reçu un premier emprunt obligataire en 2019. Et pour terminer, il faut rappeler que du coup, la FLS a 35 ans, d'expérience dans l'habitat social et du coup, on est avec une équipe senior qui est expérimentée dans le montage et dans le pilotage de projets, d'immobilier social et qu'on a déjà du coup 8 MVP qui se sont développés et qui sont ouvertes depuis 2015 et avec, comme Jean-Axel, vous l'a présenté, de beaux projets en cours. Du coup, on va commencer, par les questions. Je vais les prendre dans l'ordre. On a d'abord une question de Amélie. Bonjour Amélie, qui nous dit: «Merci pour cette présentation. Selon quels critères sélectionnez-vous, les familles dans le besoin? Privilégiez-vous des tranches d'âge?» J'ai 2 heures? Non? Alors, On a Amélie, merci. C'est une très belle question. Je vais essayer d'y répondre à la fois en profondeur et de manière synthétique. Alors, je commence par la deuxième. C'est pas très poli, mais c'est la plus rapide. Non, on n'a pas de tranche d'âge que l'on privilégie. En fait, tout dépend de l'objectif de vie qu'on se donne à un endroit. Si je suis à Saint-Étienne pour la Maison Saint-Antoine, comme je suis sur du béguinage, assez naturellement, je vais être sur des personnes qui ont plus de 60 ans ou 65 ans. Non pas que des personnes plus jeunes, parce qu'on a eu des questions de personnes plus jeunes qui voulaient rejoindre un béguinage, mais ça n'a pas complètement de sens, si vous voulez. Elles vont se retrouver un peu décalées par rapport aux autres résidents. Donc, on ne privilégie pas une tranche d'âge. En revanche, on essaye de privilégier au maximum, enfin, même pas au maximum, on veut vraiment qu'il y ait une cohésion sur le site. Voilà. Donc, si on fait quelque chose pour la trisomie, on peut avoir des tranches d'âge qui sont beaucoup plus larges. Si on est sur du béguinage, on est plus sur des tranches d'âge de 60-65 ans. Ensuite, selon quels critères on sélectionne les familles dans le besoin? Alors, les familles dans le besoin, c'était avant. C'est pas qu'on ne s'en occupe plus maintenant, mais notre idée, c'est vraiment de se centrer exclusivement sur les maisons de vie et de partage. Donc, on a des familles sur place qui ont
des jeunes en situation de fragilité, par exemple, sur la trisomie, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir tout un process déjà d'écoute, de compréhension de leurs problèmes, savoir s'ils sont tout seuls ou s'ils se sont déjà fédérés en ce qu'on pourrait appeler un groupe d'amitié, c'est-à-dire des gens qui se connaissent déjà et qui pourraient être plus nombreux pour arriver à avancer. Du coup, je réponds à une question qui n'a pas encore été posée, mais qui est un petit peu plus haut et ce qui est important. Nos maisons de vie et de partage font en moyenne 7 à 10 personnes, donc on reste sur des petites unités de vie. Donc, petites unités de vie pour pouvoir les suivre, mais petites unités de vie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cohésion aussi entre les personnes qui sont présentes, d'où ces idées de rencontres en amont des familles et des jeunes pour que les choses arrivent à se mettre en place. Donc, on identifie déjà cette existence en fait d'une cohésion au niveau du besoin, et ensuite nous allons les accompagner pour se structurer en association. Et ça, c'est la partie la plus je dirais, la plus importante et peut-être la plus délicate. Et notre expérience nous prouve que l'on a raison d'intégrer dans ces maisons, dans ces conseils d'administration des associations, hormis la Fondation pour le logement social, puisque on souhaite être membre de droit ou membre d'honneur de ces associations pour pouvoir être présent au quotidien dans la gouvernance et dans l'orientation stratégique. On va faire entrer des personnes qui sont extérieures aux familles, tout simplement parce que si vous créez une association uniquement composée de familles, de jeunes adultes trisomiques qui vont rentrer dans la maison, et si pour une raison ou pour une autre, un de ces jeunes n'y rentre pas parce que le règlement intérieur, les règles d'attribution ou d'intégration ne permettent pas de l'intégrer pour le bien-être de tout le monde, eh bien, c'est le meilleur moyen de faire exploser une association avant même qu'elle ne démarre. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Amélie, à votre question, mais c'est ça. On n'est pas dans une sélection de familles dans le besoin. On va les accompagner je dirais j'aime pas ce terme-là, mais la sélection en fait se fait assez naturellement en fonction du degré de maturité ou non et la capacité de pouvoir se constituer en véritable association qui va devoir animer sur place la vie au quotidien. Merci Jean-Axel. J'espère que Amélie, Jean-Axel a répondu à votre question. N'hésitez pas à nous le lire dans le chat. Seconde question d'Amélie. Prévoyez-vous un accompagnement des personnes logées au-delà de l'hébergement, comme un accompagnement vers la formation ou la recherche d'emploi? Alors, je suis pas normand, je suis du Var, mais je vais faire une réponse oui et non. Non en tant que tel, puisque en fait l'animation, notamment sur des profils comme des sorties de rue ou des femmes isolées en sortie de prostitution ou de drogue, nous ne sommes absolument pas équipés en interne on n'a pas d'éducateur spécialisé, on n'a pas d'assistante sociale, et on ne peut pas, on est 7, pour suivre chacun des projets. Donc là, on va s'appuyer sur l'association qui est sur place, et c'est elle qui va être chargée de l'animation de la vie, et donc d'essayer de voir avec d'autres associations locales comment est-ce qu'on peut aider vers la formation ou vers la recherche d'emploi. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est un peu ce que je vous disais en introduction. Notre objectif, c'est d'arriver à créer un écosystème sur place, c'est-à-dire au-delà de la solution immobilière, de voir si on peut aider dans la solution de l'emploi, par exemple en créant en fait des locaux d'activité pour qu'un ESAT typiquement puisse s'insérer, ou s'appuyer sur des associations locales en lien avec la famille, l'association et l'animation qui est faite sur place. Parfait. Merci Amélie, n'hésitez pas à nous dire si tout est clair pour vous. On passe à une question de Serge. Accueillez-vous des personnes en situation de fragilité psychique? Si oui, quel suivi pour ces personnes souvent isolées et en besoin fort d'accompagnement? Sinon, est-ce un public que vous tentez de cibler? Donc vous avez peut-être déjà un peu répondu Oui, malgré alors, tout, mais on va quand même alors peut-être, je vais répondre, Serge, aller un peu plus. à votre question de manière claire, enfin j'espère claire et précise. D'abord, on ne cible pas un public par rapport à un autre. Voilà, c'est important, on ne veut pas se spécialiser dans une forme de fragilité.
Sur la fragilité psychique, oui, on les suit. On a un projet, par exemple, à Limoges. Je ne sais pas si se fera ou pas. Ça, c'est aussi l'histoire des projets. Hein. C'est que parfois, on avance très très vite et puis au dernier moment, en fait, il y a d'autres choses qui se font au niveau de l'association et le projet part dans une autre voie. Donc oui, on peut travailler sur la fragilité psychique comme on fait aujourd'hui à Limoges. On est très en amont de phase. Hein. Et le suivi, en fait, il est fait par l'association sur place. Il n'est pas fait par la Fondation pour le logement social. Hein, comme je vous le disais, quand on a des pathologies particulières, même avec la meilleure volonté du monde, et je vous dirais peut-être à cause de la meilleure volonté du monde, si vous n'êtes pas formé pour aider les personnes, les accompagner, vous risquez de faire plus de dégâts finalement que vous n'apportez de réponses réelles aux besoins. Voilà. Donc, on ne cible pas un public plutôt qu'un autre. Et quand on est dans la logique de la maison du vie de partage, on va s'appuyer sur les compétences de l'association sur place, qui elle-même peut avoir des agréments spécifiques pour le gérer, demander des agréments spécifiques pour les gérer, ou s'appuyer sur d'autres associations qui peuvent le faire. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu plus mon propos sur la notion de burn-out. On a un projet aujourd'hui où on se dit que on a malheureusement, et on aura de plus en plus dans les mois et les années à venir, des situations de burn-out. Donc nous, on ne va pas gérer le burn-out parce que c'est une pathologie très particulière et là, on est vraiment dans le médical et c'est pas notre domaine d'intervention médicale. En revanche, quand vous êtes en sortie de burn-out, donc quand vous commencez à vous reconstruire, on se dit qu'il y a un besoin entre la phase hospitalisation et retour à la vie civile classique. Voilà. Et donc, nous, on va travailler sur cette partie logement plutôt de personnes en situation de consolidation en lien avec des associations qui vont pouvoir aider ces personnes en burn-out. Voilà. C'est comme ça, si vous voulez, qu'on arrive à construire nos éléments. En revanche, si je suis sur de l'isolement, j'allais dire, entre guillemets, plus classique, ou si je suis sur du béguinage, donc là où j'ai une animation qui est plus de l'ordre du bien-être et du bien-vivre des personnes, donc il n'y a pas de traitement de pathologie particulière, à ce moment-là, nous, FLS, on peut intervenir en direct pour animer sur place les différents lieux. Voilà. Je ne sais pas si Serge, j'ai répondu à votre question. Super, en tout cas. On espère. Serge, n'hésitez pas à nous le dire également dans le chat, si tout est clair pour vous. Il avait une autre question: pouvez-vous nous parler plus en détail de votre modèle financier, notamment du risque qu'il existe vis-à-vis d'une éventuelle dépendance des subventions d'État? Ah! Alors, j'étais hier à une réunion FAIR, donc la finance sociale, où justement c'est un des points qui est souvent abordé. On est dans un secteur où on parle beaucoup de l'affect, de l'impact, et parfois on oublie quand même qu'il y a une question non pas de rentabilité, mais au moins d'équilibre économique. Et donc, Marine et l'équipe de Vitam ont souvent entendu parler de nécessaire équilibre économique, d'efficacité économique, et les équipes en interne en ont un petit peu marre de m'entendre parler d'efficacité économique. Donc, on est très, très vigilant sur ces aspects-là. Notre montage type aujourd'hui de financement, c'est 50% de financement bancaire et 50% de ce qu'on appelle de manière abusive les fonds propres de la FLS. Je dis de manière abusive parce qu'une fondation n'a pas de fonds propres. Mais quels sont nos fonds propres? Ce sont nos réserves, nos loyers, et puis, excusez-moi, je vais juste fermer la porte. Petit aparté. Le revoilà, parfait. Excusez-moi, je suis désolé, c'est un peu. Pas de souci, Jean-Axel. J'étais à domicile et j'ai un chien qui a absolument voulu participer. C'est pas son lieu. On l'a pas entendu, dommage. Désolé. Donc, 50% par prêt bancaire, 50% par fonds propres. Et les fonds propres sont constitués des réserves de la FLS, c'est-à-dire ce qui est issu en fait des loyers, puisqu'on a une activité en fait locative. Donc, c'est bien ça qui nous donne des revenus récurrents. Une partie issue de ce qu'on appelle la collecte, donc les donateurs, les dons, les mécènes, les legs,
et une partie qui provient des subventions. Les subventions aujourd'hui, ça représente 10% à peu près du financement d'un projet. C'est-à-dire que sur un budget d'investissement de 100 que j'ai à un endroit, j'ai en moyenne 10 qui viennent des subventions. Donc on n'est pas très dépendant des subventions publiques. Et fort heureusement, parce que en fait, c'est un sujet un peu compliqué en termes de subventions. Selon l'endroit où vous êtes, selon le type de conventionnement que vous avez, vous n'avez pas tout à fait droit aux mêmes subventions. Par exemple, nous avons un agrément maîtrise ouvrage, maîtrise d'insertion sur Paris, enfin sur région parisienne et Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on a le droit effectivement d'avoir des conventions et des montages APL. En revanche, si je suis en dehors de ces lieux-là, même si j'ai une intervention nationale, je ne suis pas forcément habilité à avoir du conventionnement APL, mais je peux avoir du conventionnement ANA. Et le conventionnement ANA, il a des particularités où il impose des règles qui sont un petit peu différentes, qui peuvent peser sur le budget d'investissement. Donc, nous, notre travail, quand on fait un montage financier par rapport à un projet architectural, le travail qu'on fait en interne, c'est d'essayer de trouver finalement le meilleur montage, y compris en se privant des subventions publiques. On a déployé à Bayeux un projet, une maison de vie et de partage, où nous n'avons aucune subvention publique. C'est du privé pur. Voilà. Donc, on essaye de ne pas être dépendant justement des subventions publiques parce que on considère que nous sommes atypiques et que le législateur, quand il donne des subventions, a plutôt tendance à essayer de vous rentrer dans les cases. Et quand on a créé notre concept de maison de vie et de partage, en fait, la notion d'habitat collectif, d'habitat partagé, en fait, n'existait pas dans les textes. Et puis, ce que le législateur a traduit dans les textes, c'est pas tout à fait ce que l'on fait. Vous voyez, donc c'est une grande bataille qu'on peut avoir parfois avec les financeurs publics locaux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu assez précisément à cette question. Alors après, sur les liens que l'on a, notre dépendance vis-à-vis d'une mauvaise gestion d'association. Bon, je dirais que notre métier, on le fait depuis 30 ans, 35 ans. Donc la gestion locative, il y a toujours le risque d'impayé qui existe. Que vous soyez avec une famille, un particulier ou une association. La seule différence qui existe, elle est taille, mais en fait, elle est moins, on a moins de projets à suivre. C'est si une association était en état de cessation de paiement, finalement, je n'aurais pas, c'est pas un loyer que je n'aurais pas, c'est les 7 loyers des résidents qui ne seraient pas versés par l'association. Déjà, c'est très peu probable. C'est très peu probable puisque justement, on intervient, on est assez présent au niveau de nos associations et c'est pour ça aussi qu'on veut garder une taille humaine pour détecter le plus tôt possible ce qu'on appelle les signaux faibles. Voilà, c'est une association avec une gouvernance qui serait fragile ou une association qui n'aurait pas l'intégralité des biens. Il y a 7 à 10 personnes, on y va régulièrement, on sait très vite si il y a un certain nombre de logements qui sont vacants. Voilà. Si on commence à avoir des logements vacants, comme on travaille beaucoup avec l'association sur ce qu'on appelle le comité d'attribution des logements, on y participe, c'est là où effectivement on va retravailler avec l'association pour arriver à sourcer convenablement le type de locataire que l'on peut avoir par rapport au projet qui existe. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. C'est comme on est dans le comité d'attribution de logement, on va aider l'association et on va veiller à ce que les logements soient remplis. Après, je pousse la logique jusqu'au bout. L'association fait faillite. C'est le cas de figure qu'on n'aime pas du tout. Hein. On ne l'a pas rencontré, je vous rassure, mais bon, voilà, ça pourrait arriver. Nous sommes une fondation pour le logement social. Donc, nous avons la capacité et les agréments pour gérer en direct les locataires. C'est-à-dire que on pourrait très bien se substituer en totalité à l'association pour louer directement au niveau des résidents. Voilà. Donc ça, c'est la partie extrême. La première, je détecte mes signaux faibles, donc normalement, ça se passe bien. Et tous mes critères, en fait, ont failli. J'arrive jusqu'à la faillite de l'association, donc je pourrais reprendre en direct mes locataires, donc ça ne changerait rien du point de vue financier dans les comptes de la FLS. Et entre les deux, il y a quand même un élément qu'il faut vraiment intégrer, c'est que je n'ai jamais vu une commune, un département ou une région prendre le risque de ne pas venir en soutien ponctuel à une association dès lors qu'elle loge des personnes en situation de fragilité.
C'est-à-dire que je ne vois pas une commune, un département ou une région qui ne viendrait pas, par un biais ou par un autre, aider par subvention l'association le temps qu'elle se remette à flot. Voilà. Donc, à partir de là, nous, derrière, si vous voulez, le risque locatif, il est atténué par ce biais-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Si, je pense que c'est Qui est très assez, voilà, qui est complet. assez Je vais vaste. essayer. Hein, Ouais, mais assez vaste, mais très complet. Bah, du coup, je vois qu'il y a une autre question, de Marie, qui est un peu en lien, donc on va la poser de suite. Percevez-vous l'aide à la vie partagée créée pour les habitats inclusifs? Alors, nous, non. L'association, oui. Alors, on a deux manières de fonctionner. Ça, je ne l'ai pas précisé, c'est quand même, et votre question, Marie, me permet de le préciser. Soit je loue à l'association qui loue à des résidents. D'accord? Donc, dans ce cas de figure, en fait, l'association perçoit l'allocation à la vie partagée. C'est elle, en fait, qui va, dans l'équilibre de ses comptes, va percevoir cette allocation-là et qui va lui permettre de repayer le loyer nécessaire au niveau de la fondation. Soit on intervient en direct, et là, en fait, nous pourrions effectivement bénéficier de cette fameuse allocation à la vie partagée, l'AVP. Voilà, on a ce deuxième cas de figure ne s'est pas encore présenté puisqu'on n'est pas encore opérateur direct. Ça, c'est notre étape de 2023 avec le béguinage. Et je ne pense pas que l'on demande l'AVP pour le béguinage. Mais voilà, on peut avoir effectivement ce type d'aide. C'est pas complètement clair aujourd'hui. Hein, le législateur à un moment donné, d'ailleurs, laisser un peu ce type d'aide dans la phase test à l'ARS. Les agences régionales de santé ont quand même une approche très médico-sociale qui est très éloignée de notre approche à nous, puisqu'on n'est pas du tout dans le secteur. Voilà. Il faudra aussi voir comment les choses évoluent, mais on a sur Viroflay, pour répondre concrètement, cette AVP qui a été mise en œuvre pour la société. Parfait. C'est très clair. Je suis en train d'essayer d'inviter Vincent qui a une question pour qu'il la pose, directement. Il est en train de se préparer. Comme ça, il va poser sa question en direct. J'espère que pour, Marie, tout est clair. N'hésitez pas à nous le dire également dans le chat. Vous m'entendez? Oui. Bonjour Oui. Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous aviez des questions, donc je vous laisse la parole pour les poser en direct à Jean-Axel. Oui, ça serait plus simple. Oui, vous parliez de où placer les logements, que c'était par rapport à des demandes d'associations, si j'avais bien compris, et vous faisiez attention que ça soit proche d'un bassin d'emploi, et je me demandais justement comment vous arriviez à définir les endroits qui seraient on va dire, accessibles en termes de prix, mais aussi proches d'emploi pour les personnes qui vont s'y installer, pas dans le cadre du béguinage, mais dans le cas, par exemple, des personnes trisomiques, qu'ils aient facilement accès à des travaux à côté du logement qui est prévu. Alors, merci Vincent pour cette question. Premier point, quand on parle proche d'un bassin d'emploi, ce terme-là, je l'ai employé pour, j'allais dire, la première vie de la FLS lorsqu'elle s'occupait de familles. Hein, c'est quand on avait des familles, effectivement, on avait cette contrainte géographique pour être proche d'un bassin d'emploi ou des établissements scolaires pour les enfants. Aujourd'hui, je dirais que dans le cas des maisons de vie et de partage, le sujet est un petit peu plus simple, il est inversé. C'est-à-dire que comme ce sont des jeunes adultes trisomiques, pour prendre l'exemple que vous prenez, enfin pour rester sur l'exemple que vous prenez, les familles se sont déjà organisées pour qu'ils aient, pour certains, des activités professionnelles au niveau des AT ou autres. Et donc, pour rejoindre une maison de vie et de partage, donc pour intégrer le projet, ces familles-là ont déjà intégré la contrainte du déplacement. Par exemple, dans le Grand Ouest, dans le Ouest parisien, un des projets sur lesquels on travaille, nous savons déjà qu'il y a 2 futurs
résidents potentiels qui travaillent. Donc il y a un lieu, donc il faut que le lieu est choisi aussi en tenant compte de cette contrainte de déplacement, de transport, sachant que si on parle de trisomie, on ne peut pas changer du jour au lendemain en fait le chemin, le trajet à prendre parce qu'on sait que c'est excessivement dangereux. Viroflay et Versailles, c'est la même chose. On a une population de trisomiques. À Versailles, des jeunes hommes et à Viroflay, des jeunes femmes. C'était le projet de l'association sur place. Un certain nombre d'entre eux travaillent. Et donc, ils ont aussi, ils prennent des transports ou ils suivent une formation pour arriver à se former. Donc, la logique, elle est un peu inversée, si vous voulez, pour nous, Vincent, par rapport à ça. En fait, on ne cherche pas forcément à trouver des emplois accessibles depuis le logement. C'est le logement en fait qui s'adapte par rapport à la problématique du travail qui a déjà été trouvé pour un certain nombre d'entre eux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Vincent, là-dessus. Oui, très bien, merci. Ça a permis de remettre dans l'ordre la situation. C'est un peu dans ce sens-là. Alors après, il y a deux réponses importantes que je dois vous apporter. La première, c'est que si on choisit le centre-ville, c'est aussi pour ça, c'est la proximité des transports. Parce que malheureusement, on sait que plus on s'éloigne du centre-ville, plus la problématique des transports est forte en France. On pourrait faire un débat là-dessus, mais enfin, on pourrait aussi beaucoup en discuter. Donc, on est déjà effectivement sur ces aspects-là. Ensuite, on réfléchit à comment travailler l'écosystème sur place pour que dans l'écosystème, on ait des ESAT ou des associations employeurs ou des entreprises d'insertion. Il y a pas mal d'initiatives locales qui peuvent exister, y compris finalement en transposant ce que l'on fait pour l'habitat dans nos maisons de vie et de partage en solutions immobilières d'activité. Et à ce moment-là, on confierait la gestion de l'activité à une structure qui est organisée pour le faire. Donc, ça peut être un ESAT, ça peut être une entreprise d'insertion, ça peut être plein de choses. Et dernier point, pour aider les jeunes sur place, notamment, alors ça peut être de la trisomie, mais ça peut être, c'est le handicap en fait au sens large, handicap psychique ou mental. Je pense qu'il faut, on élargit vraiment le sujet. On met aussi sur place des volontaires service civique qui vont aider aussi dans le fonctionnement de la maison. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'il y a des salariés dans les associations qui gèrent. Oui, il y a des maîtresses ce qu'on appelle des maîtresses de maison. Je suis désolé, mesdames, c'est l'appellation officielle. Il n'y a pas encore la masculinisation de maîtresse de maison. Je ne sais pas si on parle de maître de maison. En fait, ce sont des personnes qui sont logées 24/24, 7/7. Alors, elles sont pas seules. En général, il y en a 2 ou 3 en fonction de la taille des maisons, et qui sont effectivement salariés et chargés en fait de veiller à ce que les choses se passent bien dans la maison, qu'il y ait une cohésion, un bien-être, un bien-vivre, avec une injonction qui est donnée beaucoup par les familles, encore plus que par l'association ou par la fondation, qui est de ne pas faire à la place des personnes que l'on loge, mais de les aider à faire. Par exemple, si à Versailles ou à Viroflay, il y a des grandes salles à manger avec des grandes cuisines pour que chacun mette la table comme dans une famille. Voilà, c'est chacun contribue finalement à faire aider au repas, à aider à mettre la table, à aider à débarrasser, etc. Donc c'est vraiment ça, si vous voulez, aussi le rôle des maîtresses de maison sur place. Voilà, j'ai débordé, Vincent, par rapport à votre question, mais c'était important de préciser aussi cet aspect-là. Parfait, comme ça vous avez répondu à une question de Florence au passage. Oui. Merci Vincent, est-ce que tout est clair pour vous? Oui, très clair, merci. OK, parfait. Et bah, du coup, je vous laisse quitter vous revenir du côté des participants. On va poser une question de Hubert. Avez-vous eu des expériences négatives, mauvaise gestion d'une association, tensions entre locataires et comment ont-elles été gérées? L'expérience négative, on va dire que c'est l'apprentissage. Oui, on en a, forcément, on en a eu. On a eu notamment dans nos projets pilotes. Alors, c'est pas une mauvaise gestion de la part de l'association, c'était au démarrage où en fait à Rambouillet, on a 2 associations qui coup sur coup en fait ont explosé en vol avant qu'on livre le bien.
Donc voilà, donc ça arrive. Et malgré tout, on est quand même arrivé à sortir Rambouillet en le rendant un petit peu hybride avec à la fois une association qui gère des personnes immigrées et du logement social plus ordinaire, enfin, classique, avec des logements individuels. Donc, ça peut arriver. Pour l'instant, je touche du bois, nous n'avons pas été confrontés à des problématiques de mauvaise gestion de la part d'associations qui auraient conduit à des impayés. Peut-être parce qu'on est très en amont là-dessus. L'expérience nous prouve que le point central, il est à 2 niveaux. Il y a un premier niveau que vous identifiez qui concerne les tensions entre les colocataires. Alors, il se trouve que notre arbitre fédéral, là, chargé des relations avec les locataires, est aussi en fait formé pour ce genre de choses. Il est médiateur assermenté auprès d'un certain nombre de tribunaux. Donc, il sait aussi démonter en fait ce genre de conflit et aider les gens à démonter ce genre de conflit, ce qui est assez logique hein, quand on est dans le logement social, que vous soyez en maison de vie et de partage ou en logement ordinaire, vous avez toujours des querelles de voisinage ou de colocataires, donc il faut arriver à dédramatiser. Donc, on sait aider, si vous voulez, dans les problématiques de colocataires quand vraiment ça arrive à un niveau au-dessus. En général, on a quand même veillé à ce que dans la phase amont, ce qu'on appelle les groupes d'amitié, les futurs résidents déjà se connaissent. Donc, ils apprennent à se connaître et donc ça va mieux. Ça, je parle pour la trisomie. Si je vais à Lourdes ou si je vais à Briançon, on vient de le livrer, donc c'est un petit peu tôt pour vous dire si on aura des problèmes ou pas de colocataires, mais bon, potentiellement on peut en avoir, puisqu'encore une fois, ce sont des jeunes femmes en sortie de prostitution ou en sortie de rue ou en sortie stupéfiant. Donc c'est une situation qui peut être assez vite explosive. Mais pour l'instant, on n'a rien. À Lourdes, où on pourrait l'avoir, puisque là, on a quand même 15 logements et des personnes qui sont en sortie de rue ou un peu marginalisées. Pour l'instant, on n'a pas de problème. Voilà, parce que l'association est suffisamment forte et structurée pour arriver à gérer ce genre de problème. Donc les tensions entre les colocataires, j'en ai pas vu et à la limite, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui peut être plus inquiétant, et c'est là où on est très très vigilant, c'est sur les problématiques de gouvernance de l'association. Enfin, parce que c'est pas tellement les colocataires en fait entre lesquels il va y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions en fait à plusieurs niveaux dans une association. Lorsqu'on passe de l'idée à la réalisation, hein, c'est je veux créer quelque chose pour les jeunes en situation de handicap, mais notamment mon jeune garçon ou ma jeune fille pour lesquels je suis inquiet de leur devenir si je ne suis plus là demain. Et si vous ne les intégrez pas dans la maison alors qu'ils ont travaillé sur le projet, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'on fait rentrer des personnes tierces qui n'ont pas de partie prenante dans l'admission de jeunes de personnes de leur entourage dans ce genre de maison. Et puis après, plus tard, on peut avoir des problèmes de gouvernance en disant j'ai une association qui s'est convenablement constituée, qui a convenablement intégré des jeunes et qui, pour une raison ou pour une autre, vous avez des départs d'administrateurs, des entrées de nouveaux administrateurs et la stratégie, elle est plus tout à fait partagée, c'est plus tout à fait la même, il n'y a plus la même ambiance, etc. Et c'est pour ça qu'on est membre des conseils d'administration, pour justement veiller à ce qu'il y ait une cohésion au niveau des administrateurs. Et puis, le cas échéant, en fait, on pourrait même aller jusqu'à reprendre la gouvernance de l'association si vraiment on voyait que les choses explosent. Voilà. Donc, on n'a pas de solution miracle. J'ai pas une solution universelle qui marche à tous les coups. Vous avez bien compris, on est dans une approche très pragmatique de se dire il n'y a pas un outil qui fonctionne et les autres qui ne fonctionnent pas. On met en place un certain nombre d'éléments et puis au fur et à mesure, on s'adapte pour voir si la situation est dramatique, de quelle manière elle est dramatique et surtout comment on peut arriver à la redresser derrière. Voilà. Merci Jean-Axel. Hubert, dites-nous si tout est clair pour vous. Il nous reste 5 minutes, Jean-Axel. Il y a 2 questions qui peuvent se regrouper, une de Marie et une de Florence. Florence, donc bonjour, comment faites-vous pour rémunérer les apports dans un cadre non lucratif avec des loyers encadrés? Et Marie, pouvez-vous nous donner des exemples de loyers? Sur quel niveau de prix se situe-t-on? Alors,
Niveau de loyer, en fait, il y a des grilles, voilà, en fonction du conventionnement qui est donné et de la localisation géographique. Vous avez des montants de loyer, alors qui vont du très social, où vous êtes à 3, 4, 5 euros le mètre carré, jusqu'à du PLS, on est un petit peu plus élevé en la matière. Vous avez même des régions dans lesquelles, que vous soyez en fait en logement conventionné ou en loyer libre, le loyer de marché est à peu près équivalent au loyer du conventionné. Donc voilà, c'est assez variable. Alors, comment on fonctionne? C'est peut-être ça, en fait, la véritable question, si je peux me permettre de la reformuler de cette manière-là. On a un projet qui est on a une méthode qui est très itérative et qui fonctionne bien. On part du projet architectural. Donc, on travaille avec l'association en disant, bah, finalement, quelle est la nature de votre besoin et de quoi avez-vous besoin? Alors souvent, on a l'association qui arrive avec son besoin de ces jeunes enfin, je parle surtout pour la trisomie, mais futurs locataires, futurs résidents. Et on est assez souvent confronté à des associations qui disent, bah, non seulement on sait qui va y aller, mais on sait aussi où on veut les mettre. Donc on a aussi le bien immobilier idéal qui correspondrait bien au bien-être de nos jeunes. Voilà. Et donc notre premier travail, c'est de vérifier l'adéquation entre le besoin, la réponse architecturale et les ressources des résidents. Et c'est là, en général, on calme un peu les ardeurs des uns et des autres en disant la grosse maison sur un terrain de 2000 m², ce serait super. Mais le budget d'investissement est tel que finalement, on n'arrive pas du tout à équilibrer les éléments. Notre idée, c'est de dire globalement, le loyer, il doit être entre 3 et 4% du montant de l'investissement. On est sur un retour sur investissement excessivement long dans le social, mais ça, on le savait, hein, c'est pas une découverte. On peut mettre très très longtemps pour arriver à rééquilibrer les choses. Et puis, si on veut accélérer un peu l'équilibrage des choses, on va aller chercher, surtout si les terrains sont plus gros, des projets complémentaires à côté avec des locaux d'activité. Alors, ça peut être des tiers-lieux, ça peut être des crèches associatives, ça peut être des associations. Voilà. Donc, on va, si vous voulez, mixer en fait les projets pour essayer d'arriver à avancer sur les éléments. Et puis, si on est sur le béguinage, eh bien, on va avoir des montants de loyer qui vont être définis en fonction du niveau de ressources des résidents, ce qui permet aussi de faire une péréquation en fait au niveau global des éléments. Donc, on part vraiment du projet architectural, le budget d'investissement, on recalcule ces éléments-là, nous en interne, pour voir ce qu'il y a une cohésion, en tout cas entre montant d'investissement, montant des loyers. On vérifie l'adéquation et la capacité, enfin déjà l'acceptation par l'association de ce montant de loyer, parce que vous avez des associations qui vous disent je veux faire quelque chose mais je ne veux pas payer le loyer. Ça ne marche pas. Hein. On aimerait bien, hein, mais malheureusement ça ne marche pas. Et puis si on fait appel à des investisseurs comme vous, on doit vous servir en fait un intérêt sur l'emprunt obligataire. Donc on ne va pas vous dire finalement venez prêtez-nous l'argent puis on vous versera pas l'intérêt parce que vous faites une bonne œuvre. Enfin, ça marche pas. Voilà. Donc on a tous ces éléments là si vous voulez dans l'équation. Si jamais le montant du loyer en fait n'est pas supportable par l'association et on va l'aider à monter son budget, eh bien à ce moment-là, on repasse toujours en interne le projet architectural pour essayer de trouver la solution qui va le mieux et aller commencer à aller chercher des mécènes qui peut être du mécénat en nature qui va nous baisser le montant d'investissement parce que je vais avoir des fins de série sur tel et tel poste ou revoir un peu aussi les attentes des familles en disant si c'est un logement qui est partagé, sauf si la réglementation pour avoir du conventionnement m'oblige à avoir des studios, c'est-à-dire en fait un espace de vie avec une salle de bain et éventuellement une kitchenette, où là c'est excessivement onéreux si vous multipliez ça par 7 logements à l'intérieur. Si j'ai une salle de bain pour 2, si j'ai une salle de bain pour 3, comment ça se passe? Vous voyez, donc c'est comme ça, si vous voulez, qu'on va vérifier à chaque fois qu'il y a une adéquation entre les loyers que l'on perçoit et notre capacité à faire face en fait à nos charges financières et avec les loyers qu'on perçoit et la collecte que l'on peut la réaliser en face. Voilà, je ne sais pas si j'ai. Voilà, Merci c'est Jean-Axel. très là, donc j'ai 5 minutes pour y répondre, donc j'essaie de Ouais. faire un Dites-nous condensé, voilà. Marie, Florence aussi, je ne sais pas si on a totalement répondu à votre question. Si c'est pas le cas, Jean-Axel pourra y répondre par écrit parce qu'on arrive au
au bout, de ce live. Donc voilà, dites-nous si Marie, Florence, c'est clair pour vous. Et puis on va clôturer. Jean-Axel, merci beaucoup, pour avoir répondu à toutes ces questions et pour avoir présenté la Fondation pour le logement social. Peut-être juste avant de conclure et de se quitter, je vais vous rappeler les conditions de l'investissement de l'offre LITA qui est en cours. Donc il s'agit d'une levée de fonds en obligation. Le taux annuel servi sera de 4,30 sur 10 ans et on aura un remboursement du capital qui aura lieu les 3 dernières années. Aujourd'hui, la Fondation pour le logement social est en pré-collecte. Ça veut dire qu'il n'est pas encore possible d'investir, mais vous pouvez déposer une intention d'investissement qui est non engageante, pardon, et modifiable. Voilà. Aujourd'hui, on a 140 000 € d'intention d'investissement reçue pour un objectif de collecte à 500 000. La levée de fonds va passer en collecte d'ici, début octobre. Donc, voilà, ça s'approche, c'est dans quelques jours, dès qu'on aura finalisé, l'ensemble des derniers éléments, juridiques notamment. Du coup, vous pourrez retrouver, à ce moment-là, au moment du passage en collecte, un certain nombre d'éléments, notamment le dossier, d'investissement détaillé qui est rédigé par nos analystes, qui sera dans l'onglet opérations. Vous aurez, avec cela, le document réglementaire. Donc vous aurez un certain nombre d'éléments en plus pour le passage en collecte. Donc j'espère que nous avons répondu à toutes, vos questions et que tout est clair pour tout le monde. Florence, n'hésitez pas à reprendre contact, ou à nous envoyer sur le chat de l'ITA, votre question pour, que Jean-Axel puisse y répondre vraiment de manière précise. Et du coup, je vous souhaite, une bonne journée, un bon appétit et puis merci beaucoup pour votre écoute. Merci Jean-Axel pour ce moment d'échange. Merci Marine, merci à tous et puis à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.